Ici, Moscou. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez La Voix de la Russie au micro Victoria Isaeva et dans notre studio, on a aussi Alexandre Artamonov, oui, mon collègue. Qui s'est matérialisé à vos côtés. Et à l'autre bout du fil, maintenant, nous avons Luc Michel, géopolitologue belge, directeur de l'ONG Observation eurasienne pour la démocratie et les élections. Bonjour, monsieur Michel. Oui, bonjour à tous vos auditeurs. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur vos ondes. Bonjour. Merci. On vous salue depuis nos locaux à Moscou. Et c'est pour discuter en fait des sanctions que l'Occident a de nouveau prises à l'encontre de la Russie. Et donc, ce sont les sanctions qui sont différentes, je dirais, de la part de l'Union européenne et des Américains. De la part des Américains, c'est un peu plus vigoureux et lourd, alors que les Européens ont sanctionné que des personnalités, encore quelques personnalités russes. Je veux vous demander d'abord, on accuse la Russie de ne pas avoir assez travaillé pour stabiliser le sud-est de l'Ukraine. Je comprendrais cette accusation si l'armée russe était présente dans la région. Qui plus est, la Russie a depuis un certain temps pris ses distances de l'Ukraine. Comment peut-elle influencer donc ceux qu'elle ne contrôle pas ? Mais on est dans un piège qui est à la fois avec des aspects médiatiques et avec des aspects politiques, c'est-à-dire qu'effectivement la Russie n'a pas d'implication directe. Moi je suis étroitement l'affaire de Donetsk, j'ai beaucoup de correspondants sur place et eux-mêmes se plaignent de ne pas être soutenus suffisamment. Donc simplement les Occidentaux sont pris dans un scénario qu'ils ont eux-mêmes écrit. C'est une des techniques de la politique occidentale actuelle. C'est ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire qu'on crée une situation qui n'existe pas réellement, qui est virtuelle, et ensuite on développe un scénario. La situation, c'est quoi? C'est qu'il y a une Russie qui aurait agressé l'Ukraine, des troupes russes qui seraient undercover dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, et donc à partir de ça, on accuse la Russie de tout ce qui peut arriver. Regardez hier ce qui s'est passé avec le crash de l'avion malaisien, c'est la même chose. Tous les éléments sont évidents qu'il s'agit d'une action de l'aviation ukrainienne ou de l'armée ukrainienne. Pourtant, tous les médias occidentaux accusent la Russie. Directement, une chaîne française comme LCI, hier soir, accusait même Poutine. Un journaliste a déclaré que Poutine était très en colère avec les sanctions, justement, et qu'il se vengeait. On est dans un monde qui n'est plus rationnel. C'est fou. J'ai eu hier une discussion très brève avec le correspondant du New York Times à Bruxelles, et lui m'a dit toutes les évidences accusent la Russie. Et je lui ai dit, je pense que nous ne vivons plus dans le même monde. C'est comme dans les films de science-fiction, nous vivons dans des mondes parallèles où la réalité n'est plus la même. La Russie, pratiquement, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a proposé des pourparlers de paix. Avant cela, elle a proposé ce qui est la seule solution, qui était la fédéralisation de l'Ukraine. Mais ça, c'est trop tard. Lorsque vous bombardez avec des avions, avec des munitions au phosphore, avec des armes chimiques, ce qui est le cas de l'Est de l'Ukraine, lorsqu'un gouvernement fait ça à son propre peuple, ce peuple-là ne veut plus d'une fédéralisation. Il veut évidemment l'autonomie, l'indépendance. Les sanctions, en fait, relèvent pratiquement de deux choses bien différentes. Il y a d'une part cette guerre médiatique, donc il faut continuellement susciter un sentiment russophobe. C'est pour ça qu'on vise diverses personnalités. Mais derrière ça, il y a un plan américain. Il y a ce que j'appelle une guerre géoéconomique et géopolitique. Le but réel, qu'est-ce que c'est des sanctions telles que les veulent les Américains? C'est de définitivement séparer les économies de l'Union européenne et de la Russie, qui sont complémentaires. Et la grande peur des Américains, justement,
c'est que ces économies ne s'organisent ensemble et qu'après ça, Européens et Russes, qui sont, je le rappelle, les deux moitiés de l'Europe, ne s'organisent politiquement. La politique des sanctions que suivent les dirigeants européens, parce que ils suivent les Américains depuis le début, évidemment, elle va contre tout ça. Elle va contre les intérêts politiques et économiques de l'Europe. Mais derrière ça, il y a les problèmes de l'économie et certains dirigeants européens commencent à se rendre compte que cette politique est suicidaire. Justement, et l'Union européenne, comme vous savez bien, est divisée maintenant sur la question. Donc la France, l'Allemagne, l'Italie, donc les anciens membres de l'Union européenne sont plutôt contre ces sanctions suicidaires, alors que les nouveaux membres, donc les pays de l'Est de l'Europe, insistent sur de nouvelles sanctions, sur le troisième paquet de sanctions. Je me demande pourquoi on laisse les États membres de l'Est de l'Europe dicter leur volonté à tout le monde. Mais pour une raison qui est très simple, c'est-à-dire que l'agrandissement de l'Union européenne vers l'Est, elle s'est faite en fait dans le cadre de l'agrandissement de l'OTAN. Tous les pays comme les pays baltes, la Pologne, la Roumanie sont dans l'Union européenne et pour eux c'était en même temps dans l'OTAN. Ils sont animés d'un sentiment anti-russe très important et leur classe politique est une classe politique pro-occidentale, pro-américaine. À côté de ça, les Américains ont joué intelligemment. Vous savez, moi je suis fondamentalement anti-atlantiste, anti-américain, mais je ne méprise pas les États-Unis. La politique américaine, elle est intelligente. Elle est menée au travers de toute une série d'organismes. Ils ont des think-tanks qui préparent cette politique. Que font les Américains ? Ils ont réanimé les anciennes aspirations géopolitiques de ces pays avant 1945. Vous savez que dans l'histoire, les Russes le savent bien, puisque le seul pays qui a occupé Moscou, c'est précisément la Grande Pologne. Donc les Polonais ont des aspirations à une grande Pologne, y compris des nostalgies sur la domination d'une partie de l'Ukraine, la Galice par exemple. Les Roumains ont toujours la nostalgie de la grande Roumanie. Ils ont des aspirations géopolitiques sur certaines provinces ukrainiennes et sur l'ancienne Bessarabie, qu'on appelle maintenant la République de Moldavie. Les pays baltes, eux, tout simplement, c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. Ils ont une classe politique qui est nostalgique, en fait, des années de la collaboration et du fascisme. Il faut savoir que la Lituanie, l'Estonie ou la Lettonie ont été des gouvernements autoritaires pro-fascistes dans les années 30. Ça a été oublié. Donc la grande intelligence de Washington, c'est d'avoir réactivé ces nostalgies. On laisse croire aux Polonais qu'ils vont pouvoir avoir une influence géopolitique sur l'Ukraine. Des Polonais qui ont oublié que les bandéristes, les néo-bandéristes qui sont au pouvoir actuellement à Kiev, ce sont les héritiers de ceux qui ont largement massacré les populations polonaises entre 1941 et 1945. Les bandéristes ont massacré plus de Polonais que de Russes ou de Juifs pendant cette période-là. On fait croire à la Roumanie que la Moldavie va entrer dans l'Union européenne et que c'est, Bucarest le dit ouvertement, c'est un premier pas vers l'annexion de la Moldavie à la Roumanie. On fait croire aux pays baltes qu'ils vont pouvoir continuer à développer une activité russophobe contre leur population. Parce que c'est ça l'enjeu dans les pays baltes. L'enjeu dans les pays baltes, c'est qu'une grande partie de la population russophone n'a pas de droits civils et politiques encore maintenant. Ce qui est un scandale dans l'Union européenne. J'ai été marié, moi, dans les années 90 à une Russe de Riga. Donc j'ai vécu intimement ce problème-là. Voilà ce qui se passe. Donc, à côté de ça, les pays, si vous permettez, je vais dire encore un mot pour terminer, les pays du noyau original, les 12 premiers pays de l'Union européenne, eux qui sont confrontés à une crise économique
qui ont besoin des échanges avec la Russie, commencent à se rendre compte qu'ils sont tombés dans un piège. D'où la différence de ton et la différence de comportement politique entre ces deux moitiés de l'Union européenne. D'accord, merci Monsieur Michel. J'avais une question, donc cette fois-ci pas de l'ordre géostratégique, mais parfaitement ponctuelle à vous poser. Eh bien, vous venez d'évoquer justement la politique américaine qui est pensée, très équilibrée dans le style de Brzezinski, le grand échiquier, très intelligente parfois justement, donc au nom de l'atlantisme qui leur est propre et cher. Mais justement, à propos de ce qui vient de se passer il y a moins de 24 heures de cela, croyez-vous tout de même à titre subjectif et personnel que le crash du Boeing est plus ou moins une provocation de l'Acabie ou de l'ordre de celle qui a provoqué la Première Guerre mondiale? Qu'en dites-vous? Est-ce une provocation américaine ou c'est un peu tiré par les cheveux d'après vous, comme logique? Non, je ne pense pas que la provocation est américaine. J'ai beaucoup écrit là-dessus hier soir. Je prépare une émission spéciale pour la chaîne Afrique Média avec laquelle je travaille, parce que je m'occupe également de médias. Donc, je suis plongé là-dedans. Je suis allé un peu voir d'autres cas, notamment le Boeing des Iranian Airlines en 1989, etc. Il y a deux scénarios possibles dans l'affaire ukrainienne. Je vais parler franchement, il n'y a pas de doute pour moi à bâton rompu qu'il s'agit d'une bavure. Il n'y a pas de doute pour moi qu'il s'agit d'une bavure ukrainienne. Maintenant, cette bavure, elle peut relever de deux choses. Ça peut être soit un accident, c'est-à-dire qu'un expert, plusieurs experts, hier, aussi bien sur France 24, un expert français, qu'un expert hier sur Russia Today, expliquait le degré de mauvaise formation, le degré de désorganisation de l'armée ukrainienne. Il est possible qu'ils aient tiré un missile Buk par erreur. Maintenant, il y a deux autres scénarios crédibles, et je pense qu'il faut se tenir à ces trois-là. Le deuxième scénario crédible, c'est une bavure de la chasse ukrainienne. Et il y a un troisième qui serait éminemment plus grave. Vous savez que certains évoquent, notamment à Moscou, moi-même je l'ai fait hier à Bruxelles, une histoire étrange, c'est-à-dire que une trentaine de minutes avant le Boeing des Malaysian Airlines, le jet du président Poutine a traversé le même couloir aérien. C'est ça, ouais. Le jet de Malaysian Airlines n'était pas dans son horaire de passage normal. Il était apparemment en retard. Et donc, certains commencent à dire que le but était d'abattre le jet de Poutine. On serait là dans un scénario de fou. Mais il y a d'autres cas précédemment. C'est-à-dire qu'il y a deux cas célèbres. Le Boeing des Iranian Airlines dont je viens de vous parler, c'est-à-dire c'est une frégate américaine qui a, par accident, disent les Américains, volontairement, disent les Iraniens, abattu un avion de ligne iranien au-dessus du golfe Persique en 1989. Et il y a un cas encore plus célèbre, c'est le fameux DC-9 d'Italia, ce qu'on appelle la catastrophe d'Ushita, en Italie, et là, d'après les enquêtes n'ont jamais été terminées, elles ont été étouffées, là c'est la chasse française qui est mise en cause. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, parce que notamment le président du Conseil italien, Cossiga, a accusé les Français et il a dit que l'avion avait été abattu par erreur parce que la chasse française pensait qu'il s'agissait du jet de Kadhafi. Kadhafi qui était le grand ennemi de la France au Tchad à cette époque-là. On est dans un cas similaire à ce qui vient de se passer en Ukraine. Il y avait hier l'éditorialiste de LCI, parce que je donne des noms parce qu'il faut dénoncer des comportements comme ça. Lui déclarait que jamais dans l'histoire on avait vu un accident pareil. Il prétendait qu'il n'y avait que les Russes pour faire ça, je le cite. Non, les Français à Ouchita, les Américains au-dessus du golfe Persique en 89. Jusque maintenant, les Occidentaux n'ont jamais reculé à abattre un avion de ligne lorsqu'ils devaient le faire. Il y a eu aussi des menaces sur des dizaines. Donc, je pense qu'on est dans tous les cas dans un scénario, et maintenant les spécialistes de la propagande occidentale s'en sont emparés. Il y a une vague de russophobie incroyable dans les médias français, particulièrement parce que la politique française, depuis le retour de la France dans l'OTAN, est entièrement dans les mains américaines.
des gens. Il y a en France une fondation qui s'appelle la French American Foundation. Le but de cette fondation, c'est d'amener des jeunes politiciens français à être pro-américains. Il y a 9 anciens membres de cette fondation dans le gouvernement Hollande, dont François Hollande lui-même. Donc on a une vague de russophobie qui est exploitée sur un incident, et une fois de plus, c'est ce que vous disiez pour la situation en Ukraine. La Russie n'a strictement rien à voir là-dedans. Il y a eu aussi malheureusement des erreurs de communication de la République de Donetsk. Ils n'ont pas été clairs à un moment donné. Et donc tout ça vient. Il y a une dernière chose, lorsque vous parlez de provocation, il faut quand même constater quelque chose. C'est que les compagnies aériennes internationales, mais aussi Kiev, ont fait interdire les vols occidentaux vers la Crimée. La Crimée qui est parfaitement en paix, où il n'y a aucune situation à problème. Mais au-dessus de Donetsk, ils ont fait interdire jusque mardi les vols, et on les a rétablis, curieusement, mercredi. On a fait passer des avions de ligne sur une zone où des chasseurs ukrainiens avaient été abattus au cours des 2 jours précédents, abattus à basse altitude. Et alors la troisième chose qui est tout à fait bizarre dans cette affaire, c'est que le contrôle aérien international a accepté que des plans de vol passent au-dessus d'une zone de guerre. Il y a un dernier élément, parce qu'on en parle très peu dans la presse russe, mais on commence à en parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Le contrôleur espagnol qui contrôlait le vol de la Malaysian Airlines. Vous savez que chaque vol aérien a un contrôleur qui lui est dédié. Lui met en cause directement la chasse ukrainienne. Il dit qu'il a constaté des avions de chasse autour de l'avion avant le crash. Et deuxièmement, il accuse Kiev d'avoir annoncé la chute de l'avion exactement au moment où il s'est produite, c'est-à-dire dans les 3 minutes. Ce qui n'était possible que si on avait un constat visuel. Voilà l'état de la situation. Maintenant qu'on arrive à une guerre mondiale, non. Non, d'accord. Monsieur Michel, mais pour ce qui est des sanctions quand même, vous savez que les businessmen travaillant avec la Russie ne savent plus comment expliquer à leurs dirigeants que les sanctions auront l'effet de boomerang. Pourquoi cela ne les écoute pas, selon vous ? Mais parce que je vous ai dit, la classe politique européenne, elle est sous contrôle américain. Le Parlement européen est sous contrôle américain. C'est probablement l'Assemblée parlementaire, à part certains pays de l'Est, la plus pro-américaine de l'Union européenne, c'est le Parlement européen. Et alors, deuxièmement, parce que les politiciens européens n'ont pas de vue à long terme. Ce sont des gens qui naviguent à la semaine quand ce n'est pas à 48 heures. C'est vrai que les sanctions vont détruire des pans entiers de l'économie européenne. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a les chantiers DCN à Saint-Nazaire. Ils tiennent le coup encore maintenant avec les commandes de navires de type Mistral. C'est un des casus belli du lobby américain en Europe. Le Parlement européen s'apprête à voter des dispositions contraignantes pour que la France ne puisse pas les vendre. Il y a un cas qui est encore plus important. Vous savez qu'il y a encore un tout petit peu de sidérurgie en Europe, en Belgique, à Vérone en Italie et au Danemark. L'actionnaire majoritaire de cette sidérurgie, c'est un groupe qui s'appelle LCK, et qui s'appelle Lisinski Prospect en Russie. C'est donc la dernière sidérurgie européenne. Elle fonctionne avec des capitaux russes. La direction russe, il y a 3 mois déjà, quand on a commencé les sanctions, a écrit au gouvernement danois, au gouvernement italien, au gouvernement belge. En Belgique, c'est dramatique parce que ça représente plus de 4000 emplois, et pour expliquer que les sanctions, que l'activité était déficitaire en Union européenne, qu'elle était couverte
par des apports d'argent russes et que les sanctions ne leur permettraient plus. Donc ils ont dit c'est simple, vous maintenez les sanctions, nous allons déclarer nos entités dans l'Union européenne en faillite parce qu'elles ne pourront plus fonctionner. Le gouvernement belge cache ça, il cache ça totalement, c'est le plus concerné. En Italie, à Vérone ou au Danemark, c'est moins important. Mais en Belgique, c'est la dernière sidérurgie, ce sont des milliers d'emplois dans un pays, un tout petit pays, c'est un pays de 10 millions, 11 millions d'habitants, la Belgique, dans un pays qui a une grave crise économique depuis 2008, et le gouvernement belge étouffe ça. Il y a eu un article dans la presse belge, pas deux, dans un journal de Bruxelles, on n'en a plus parlé depuis. Effectivement, les banquiers, les industriels commencent à crier au secours. Voilà, et on n'en tient pas compte. C'est une politique suicidaire, mais c'est la politique vis-à-vis de la Russie. Monsieur Michel, Luc Michel, tous les dirigeants politiques. J'avais aussi Alexandre Tamanov ici, donc j'avais une très petite question cette fois-ci à poser. Il y a beaucoup d'occidentaux tout de même pour laver un peu, comment dire, l'image. Donc, je dis pas rétablir la vérité, enfin, mais tout ce que je veux dire, que tout n'est pas noir. Il y a une certaine partie d'occidentaux qui se sentent sensibilisés par rapport donc à ces résistants qui résistent toujours à la poussée donc des troupes ukrainiennes dans le sud-est. Que on a même vu donc quelques reportages ici donc sur les canaux, sur les chaînes de télévision russes, donc des Allemands, des Français qui se rendaient donc au front pour donc assister les résistants, soit prendre directement donc partie au combat. Est-ce que vous en avez eu vent vous-même à partir de la Belgique? Est-ce qu'il y a eu des Belges qui se seraient rendus sur place, si vous en avez entendu parler? Écoutez, moi je ne suis pas particulièrement belge. Mon organisation est basée à Bruxelles, mais elle est également basée à Moscou et à Sochi. Nous avons une vue en fait transnationale. Nous considérons que Moscou est aussi la grande capitale d'une Europe indépendante. Il n'y a pas à mon sens, je n'ai pas entendu parler de Belges. Il y a un phénomène qui rappelle dans les républiques de Novorossia, il y a un phénomène qui rappelle un peu la guerre d'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des volontaires espagnols, italiens, allemands, d'après les informations que nous possédons. Et de l'autre côté, il y a des néo-nazis français, belges par contre, là c'est réel, britanniques, allemands, italiens, qui se trouvent actuellement donc dans les rangs du fameux bataillon Azov, du criminel Liashko. Vous savez, c'est ce député à la Rada ukrainienne qui est accusé de trafic pédophile au Mexique. Ça vous dit le genre d'individu. Donc il y a un peu un phénomène de la guerre d'Espagne, mais ce qui est intéressant, ce ne sont pas les volontaires, parce que ce sont quelques dizaines d'individus. Ce qui est tout à fait nouveau, moi je n'ai pas qu'une activité d'expert, j'ai des réseaux politiques, j'ai défendu la Syrie, j'ai défendu la Jamaïria libyenne, et on voit depuis justement l'affaire libyenne, il y a tout un segment de l'opinion publique européenne qui n'a pas accès aux grands médias mais qui s'exprime sur les réseaux sociaux et qui n'est plus d'accord avec l'OTAN. Il y a encore actuellement des dizaines de milliers d'Européens qui défendent la mémoire de Kadhafi, par exemple, et il y a un lobby pro-russe dans l'opinion publique européenne, mais qui n'est pas matérialisé au niveau de la politique proprement dite. Monsieur Michel, je vais mon organisation a essayé pour les élections européennes d'organiser un vote russe, c'est-à-dire de voter pour des personnalités qui avaient pris la défense de la Russie, et ça n'a pas marché. Monsieur Michel, merci beaucoup. Pas encore une conscientisation. Le temps s'est écoulé, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, restez avec nous et on vous souhaite bonne journée. Merci encore une fois. À très bientôt.